Bonjour à tous et à toutes. Je suis très honoré d'être présent auprès de vous. Voilà, je voulais également féliciter les Sénégal Business Awards, qui sont des jeunes qui se battent au quotidien pour essayer d'élever le débat. Le débat en Afrique, c'est pas facile, mais j'ai vu un panel de qualité, des gens de qualité qui font à leur niveau évoluer voilà, la réflexion sur le continent africain. Donc voilà, je voulais vraiment être présent à cette 5e édition. Pour moi, c'était très très important. Je remercie également Mosso, avec qui on travaille depuis plus de 10 ans et qui m'a voilà, convié à cet événement. En tout cas, je voulais vous féliciter, vous encourager et que vous continuez à faire évoluer les mentalités. Après, rapidement pour me présenter, moi je suis Diomonsi Kamara, ancien international sénégalais. Le papa est sénégalais, la maman est française. Donc j'ai eu à peu près 15 ans de carrière. J'ai commencé en France, vous l'avez dit, je suis né à Gennevilliers. Et ensuite, j'ai immigré du côté de l'Italie. J'ai joué 4 ans en Serie A avant de partir en Première Ligue. J'ai fait 10 ans à peu près. J'ai joué du côté de Fulham, j'ai joué du côté de Leicester. Je suis parti un petit peu en Écosse au Celtic avant d'aller ensuite en Turquie et finir ma carrière un an en Inde dans un championnat exotique. En tout cas, j'ai eu une assez belle carrière et la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir joué pour l'équipe nationale du Sénégal très jeune. Là où moi j'ai été un binational à peine à l'âge de 20 ans, j'ai voulu défendre les couleurs du papa. Et donc j'ai eu à peu près une carrière de 10 ans. J'ai joué 3 Coupes d'Afrique. J'ai soixantaine de sélections. Malheureusement, on n'a pas réussi, comme l'a dit le confrère, à gagner une Coupe d'Afrique. On a été un petit peu volé en 2006. Mais nos petits frères nous ont vengés face à l'Égypte et on a été champion d'Afrique. Donc voilà, pour résumer un petit peu ma carrière. Voilà, vous avez fait une brillante carrière, effectivement. Donc, nous avons vu que l'après-carrière, vous avez été aussi dans la presse, Canal+, RMC, donc avec vraiment une très très bonne maîtrise du football africain, dont vous êtes l'ambassadeur d'ailleurs, et que aujourd'hui, en termes de préparation de pré-carrière, on voit que beaucoup de joueurs, de professionnels, après leur carrière, pêchent à ce niveau en termes financiers, en termes de gestion aussi de l'après-carrière. Quand est-ce que vous est venue l'idée de préparer votre carrière? Parce que vous êtes un success story dans ce domaine. Oui, après, je pense que très important en tant que sportif, c'est de vivre dans le présent. On dit beaucoup, il faut préparer l'après-carrière, mais en réalité, l'après-carrière, on ne sait jamais quand elle va finir. On sait que la carrière d'un sportif de haut niveau, c'est entre 10 à 15 ans. Vous commencez vers les coups de 20 ans et vous arrêtez, si tout va bien, à 35 ans, si vous n'avez pas de blessure. Donc c'est vrai que le footballeur commence à avoir une pensée d'après-carrière vers les environs de 30 ans. Mais c'est vrai qu'on appelle ça un peu la petite mort. Il y a beaucoup de sportifs qui ont du mal à faire le lien après avoir été quelqu'un de haut niveau et avoir gagné beaucoup d'argent. Moi, je pense que la structure qui est très importante, c'est de bien s'entourer. Et avoir une bonne femme. Moi, j'ai mon épouse qui est venue avec moi aujourd'hui. Et tout à l'heure, on plébiscitait un petit peu la femme en tant que chef d'entreprise. Et je pense que voilà, lorsque vous êtes un sportif, vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes entre guillemets un petit chef d'entreprise et c'est important de bien s'entourer. Moi, j'ai rencontré mon époux, j'avais 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble et on a vraiment construit notre patrimoine en partant de tout en bas, en arrivant tout en haut. Et je pense que ça, c'est une des clés de la réussite. L'intervention. Et la question, je vais répondre tout d'abord en parlant du politique. Je pense qu'on a beaucoup trop longtemps attendu les politiques pour pouvoir avancer. Je pense que si vous pouvez regarder aujourd'hui du côté du Sénégal, si vous regardez les centres de formation, ce sont les privés qui font qu'aujourd'hui le Sénégal avance. Si vous regardez l'exemple Génération Foot, c'est Madi Touré qui a créé sûrement une des meilleures académies en Afrique et il n'a pas attendu l'État parce que si on attend l'État, très souvent on va être en retard. Il faut au contraire démontrer que nous on est capable de faire des choses et après l'État s'il l'accompagne, tant mieux, s'il l'accompagne pas, il faut continuer à avancer. On parlait tout à l'heure du développement du sport en Afrique. On sait que le PIB du sport sur le continent est seulement de 0,5 contre 5% au niveau mondial. Ça veut dire qu'on n'a pas une vision
politiques sur le développement du sport. Donc si on attend les politiques, on n'ira nulle part. Après, sur mon cas personnel, moi, j'échange beaucoup avec les anciens internationaux. Je suis très lié à eux, que ce soit Eladji Diouf, Kalilou Fadiga, Amdi Faye, Henri Camara. Mais tout le monde n'a pas envie d'investir dans le même secteur d'activité. Moi, je suis très proche également d'Aliou Cissé. Donc, il y en a qui vont investir dans le sport, il y en a qui vont investir dans le management, il y en a qui vont être entraîneurs. Et il faut qu'on puisse nous diversifier et on ne va pas tous faire exactement la même chose. Mais ce n'est pas pour autant que je ne les implique pas, parce que je pense, comme une intervenante l'a dit plus tard, ou Régis l'a dit, tout seul on va loin, ensemble, tout seul on va vite et ensemble on va loin. Donc tout le monde est impliqué, même si on n'a pas besoin de citer leur nom pour qu'on soit plus fort demain. Merci. Monsieur Camara, je ne peux pas avoir cette occasion et ne pas vous poser cette question. Je me la pose depuis très longtemps. Comment on se sent, c'est moi. Comment on se sent quand on est coté? C'est-à-dire, je suis toujours choquée personnellement quand j'entends le footballeur est sur le marché. Le footballeur a été prêté. Le footballeur est l'objet d'une négociation entre deux capitalistes. Comment on se sent comment on fait pour ne pas être une marchandise, justement? Rester Diomansy Kamara, rester talentueux et se dire je ne suis pas une marchandise, j'ai une démarche propre. Oui, c'est une très bonne question. Après, on sait que le footballeur, entre guillemets, c'est un produit. Il y a des transferts, on vous vend, on vous achète, on vous prête, mais après, c'est des termes qui font partie du milieu du sport, mais ce n'est pas juste spécifique au football. C'est exactement la même chose dans le basket et dans tous les sports communs. Donc après, rester les pieds sur terre, c'est vrai qu'il y a des chiffres qui font halluciner, surtout aujourd'hui avec la réalité du marché actuel. Mais je pense que ça, ce n'est pas quelque chose qui impute à la personne, ce n'est pas quelque chose qui nous dérange, parce qu'en fait, c'est des termes qui sont communs et voilà, même si c'est vrai qu'il y a une réalité dans le football qui aujourd'hui, les prix sont devenus complètement exorbitants et peut-être même hors sol pour le commun des mortels. J'ai le micro. Merci beaucoup Régis, merci Monsieur Camara de nous honorer de votre présence à cet événement. C'est Nafingom, familièrement on m'appelle Tata Nafi, 30 ans au Maroc, ancienne sportive internationale de handball. Et mon intervention ou ma suggestion, c'était comme vous le savez, le football, c'est le sport roi. Donc en général, les footballeurs, vous arrivez à tirer, en tout cas les professionnels arrivent à tirer leurs épingles du jeu. Par contre, il y a d'autres disciplines sportives où les anciens sportifs souffrent énormément. Donc la suggestion ou bien l'idée, c'est pourquoi ne pas créer une fondation d'anciens sportifs qui ont pu faire de belles carrières et qui sont arrivés quand même à gérer leur après-carrière pour que ce que vous mettez dans cette fondation puisse aider les anciens sportifs des autres disciplines sportives. Parce que tout le temps, c'est des appels à dons, à contributions pour des maladies, pour des... Vraiment, ils ont rendu service, ils ont défendu le maillot national, mais à la fin de leur vie ou à un moment donné de leur vie, ils font pitié. Donc cette solidarité sportive, si ça pouvait être mis en exergue à travers une fondation, ce serait bien. Donc je lance le message, ce que vous pouvez en penser ou améliorer, ce serait la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. Vous avez complètement raison. Après, c'est vrai que nous, on est dans un secteur d'activité bien défini qui est le football. Mais regardez, par exemple, pour les Jeux Olympiques, on a vu beaucoup d'athlètes sénégalais qui ne pouvaient même pas se payer le voyage ou qui ne pouvaient pas amener leurs entraîneurs. Mais après, dans le football, c'est vrai qu'il y a une partie de l'iceberg où tout le monde se dit qu'aujourd'hui, ils gagnent très bien leur vie. Mais si on veut prendre, par exemple, le cas spécifique du Sénégal, on dit que le football est professionnel, mais les joueurs sur le continent ne peuvent même pas joindre les deux bouts.
Pour moi, un sportif qui gagne 80 ou 100 000 francs CFA, il n'est pas professionnel. Quelqu'un qui ne peut pas se payer son appartement, qui ne peut pas venir à l'entraînement avec sa voiture. Donc je pense qu'on doit déjà, nous les anciens sportifs, avoir une réflexion sur comment augmenter les standards sur le continent africain, notamment sur le Sénégal, l'Afrique noire, parce qu'ici on est au Maroc. Le Maroc, ils ont un modèle de gestion qui est juste extraordinaire, que ce soit dans les infrastructures, dans le fait de pouvoir donner des salaires importants sur les joueurs qui sont dans le championnat local. Vous voyez même Baïnian, qui est un ancien international sénégalais, on l'a fait venir du côté du Maghreb. Donc vous avez complètement raison, c'est quelque chose que moi j'essaie de réfléchir, peut-être de créer une fondation pour donner des bourses à des anciens sportifs ou même des disciplines qui ont envie de grandir. Mais il faut aussi qu'on puisse essayer d'aider les footballeurs qui soient sur le continent à qu'ils puissent rester ici, être formés ici et avoir des salaires décents. Mais oui, comme vous avez dit, je pense que l'Afrique a du retard sur ce secteur-là. On était beaucoup dans le divertissement, alors que il y a une vraie économie du sport. On l'a vu du côté du Maroc, mais par exemple, si on prend un pays comme le Rwanda, on a vu qu'avec leur manière de penser et avec leur président Paul Kagame, il a complètement changé la donne. Si vous regardez aujourd'hui, le Rwanda sponsorise une équipe comme le Paris Saint-Germain ou même Arsenal. Et on a vu qu'en 2019, ils ont fait plus de 20% sur le tourisme, qui a généré plus de 160 millions d'euros. Et en fait, je pense que c'est un problème de vision. Il y avait un très gros problème de vision sur le continent africain, alors qu'on a un marché qui est extraordinaire. On peut regarder notamment le sponsoring. En termes de sponsoring, on est vraiment très très faible sur le continent, alors qu'on est très attractif. Je prends comme exemple l'équipe nationale du Nigeria. Quand en 2018, ils ont sorti leur collection avec Nike, ils ont vendu en l'espace, je pense, de 48 heures, plus de 3 millions de maillots, qui avaient fait un buzz extraordinaire. Donc en réalité, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui avaient envie d'investir sur l'Afrique parce qu'on n'était pas forcément structuré. Mais la chose est en train de changer, non pas seulement sur le football, mais également par exemple sur le basket. On voit aujourd'hui avec la balle, où la NBA a pris en charge également certaines structures. On voit que la balle du côté de la Dakar Arena, aujourd'hui, ça génère énormément d'argent. Je pense que ce qui est très important, c'est d'abord d'investir dans les infrastructures. À partir du moment où on a des infrastructures de qualité, on va pouvoir bien évidemment créer des événements qui soient sportifs ou autres pour pouvoir ramener un certain capital. Mais je pense que le tournant est en train de se faire. Ça a pris du temps, mais tant qu'on n'a pas des infrastructures de qualité, je pense qu'on ne pourra pas développer le continent. Quand je vous parlais de vision tout à l'heure, je pense que, regardez, moi je suis sénégalais. Aujourd'hui, on n'a pas un centre d'excellence au Sénégal. Et je ne parle même pas juste d'autres sports, je parle du Sénégal. Comment le Sénégal, en ayant fait 2 à 3 Coupes du Monde, on n'a pas un Clairefontaine pour pouvoir former nos jeunes talents et avoir une réflexion commune sur le développement de notre football sur le continent. Donc pour moi, c'est quelque chose de complètement incompréhensible. Quand vous savez qu'aujourd'hui, la FIFA, par rapport à son projet Goal, aujourd'hui, si vous avez une réflexion sur le développement de votre football ou de vos académies, il y avait d'énormes budgets qui ont été mis à disposition des fédérations pour pouvoir développer votre pays. Vous pouvez voir que la Mauritanie, qui est un pays frontalier, a eu recours à ce projet Goal pour pouvoir aujourd'hui investir et avoir un centre d'excellence avec des terrains dernière génération. Donc je pense qu'au niveau financier, le chemin est en train de se combler, mais maintenant à nos politiques de réfléchir et d'avoir envie vraiment de développer le football, et pas que le football, parce qu'aujourd'hui on voit qu'on a des athlètes de très haut niveau dans tous les domaines d'activité. Nous, le Sénégal, on a eu un champion du monde qui est Reug en MMA, et Francis Ngannou, tout à l'heure on parlait du Cameroun, a également montré la voie. Donc si je pense on arrive à développer le sport, et ce qui est quelque chose de très intéressant, c'est qu'on pense que c'est le sport professionnel qui ramène de l'argent, alors que c'est le sport de masse. C'est la masse qui fait qu'on pourra ramener énormément de capitaux, et il va falloir qu'on investisse vraiment dans les infrastructures sportives. Et un autre champ d'activité qui est également important, c'est les médias. Les médias, c'est une très grosse source de revenus. On l'a vu notamment lors de la dernière Coupe du Monde en 2022. C'est le média New World du Togo qui a réussi à prendre les droits
de diffusion de la Coupe du Monde devant un géant qui est notamment Canal+, et ça a généré énormément de revenus. Donc si on arrive à créer également voilà, nos propres médias, les investisseurs vont venir et on va pouvoir capitaliser sur le sport en Afrique. Okay, en tout cas, merci pour l'intervention et félicitations pour ce que vous faites au quotidien. Après, concernant la première question sur la Fédération sénégalaise de football, on n'a pas besoin forcément d'être dans le staff pour pouvoir apporter notre expertise. Moi, le président Augustin Senghor, j'étais joueur lorsqu'il était président de la fédération et aujourd'hui on échange énormément. C'est vrai qu'il m'a sollicité et que pour l'instant on n'a pas réussi à trouver forcément la place qui me sied parce qu'aujourd'hui je suis également agent de joueur et c'est vrai qu'il y aurait un conflit d'intérêts si j'ai des joueurs dans l'équipe nationale du Sénégal, mais c'est pas pour autant qu'on s'assoit pas et qu'on discute pas et que j'amène ma pierre à l'édifice dans l'équipe nationale, notamment sur le discours des binationaux qu'on essaie de temps en temps de faire venir, ou même sur la réflexion là actuellement, on sait qu'il y a Pape Thiaw qui est en place sur le futur sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, donc on a pas mal d'échanges avec lui. Nul doute qu'à un moment donné, je pense que j'intégrerai la Fédération sénégalaise de football parce que c'est quelque chose de très important. Il faut savoir aussi que l'année prochaine, il y aura les élections. Il y a peut-être un nouveau président qui va venir. Donc, le moment n'est pas venu. Je collabore avec eux, mais peut-être qu'un jour, je mettrai vraiment les pieds dans le plat. Après, par rapport au contact, le réseau, ça, c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Voilà, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous rapprocher des personnes adéquates. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent vous permettre de rentrer en contact avec n'importe quelle personne. Et en tout cas, moi, je suis ici, on pourra échanger nos numéros et voir de quelle manière on pourra créer des synergies. Donc, je pense que moi, aujourd'hui, tout ce que j'ai entendu ici, il y a quelque chose que tous les panélistes ont en commun. Qui veut dire que tout à l'heure, on a parlé du digital, on a parlé de l'IA, on a parlé des designers, je pense. Et là, on parle aussi de comment on peut propulser le sport pour le développement économique et tout ça. Et je pense que tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des outils de marketing. Je pense que c'est là où peut-être qu'on pêche un peu au niveau africain. On a de très grands joueurs, on ne les utilise pas bien pour marketer nos pays. Le seul pays que j'ai vu aujourd'hui faire quelque chose dans ce domaine et que ça a très bien payé, c'était le Rwanda. Le Rwanda, ils sont allés prendre, ce n'est pas le plus grand pays africain, ce n'est pas le pays le plus doté, c'est juste notre pays, mais ils sont allés vers le marketing et je pense qu'ils ont trouvé leur compte parce qu'aujourd'hui, Visite Rwanda est devenu quand même quelque chose de très important. Les Américains ou même les Africains, tout le monde a envie d'aller voir Rwanda. C'est parce qu'ils ont investi, ils ont pris par exemple des équipes de Premiership comme l'Arsenal ou bien d'autres équipes qui sont dans le top 3 et en ont fait des mascottes. Et ça, nous, on peut le faire. Et c'est là vraiment qu'on pêche. C'est ce que je trouve. Moi, c'est vraiment le marketing. Et aussi, tout à l'heure, je pense qu'elle a évoqué des marques sénégalaises dans le design, dans le design, je pense que c'était Madame Monté qui en parlait. Et je pensais que aussi ces marques, c'était plutôt des marketeurs qui les ont mis sur pied. Ce n'étaient pas des designers. Et ils ont amené leur valeur ajoutée. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui leur success story. Aujourd'hui, tu ne connais pas Matidi par leur design, tu le connais simple parce qu'ils ne font pas les montres. Ils ne fabriquent pas ce qu'ils ont juste ajouté, ce qu'ils ont juste amené une petite valeur ajoutée. Et c'est ça qui va être le futur de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. Tout est là. Tout ce qu'on peut amener, c'est notre touche personnelle, c'est le touche africain, et de leur montrer notre manière de contribuer et d'amener notre petite pierre à l'édifice. Merci M. Dieng de m'avoir permis d'être ici. Le doyen, M. Diop, avec son épouse, et également voilà, vous les jeunes qui sont en train de se battre, et également l'audience, les gens qui se sont déplacés, ça fait toujours plaisir d'être ici, d'écouter
notre petit parcours et ce qu'on a à dire, et on espère que dans les années à venir, voilà, moi je pense qu'il faut qu'on lève la tête, qu'on soit plus du tout complexé. Il y a une forte diaspora qui est rentrée sur le continent et je suis sûr qu'on va faire bouger les choses. En tout cas, je vous remercie et on se dit que le combat ne fait que commencer.